va pas passer par 40 000 chemins, c'est un connard. De ouf. Voilà. Hello et bienvenue dans un podcast de dragons et de romance. Je suis Laurie Lee Fantasy pour les intimes. Et avec ma comparse et copine Coralie, du compte Lecture des Lunes, on se retrouve ici un mercredi sur deux pour décortiquer l'actu littéraire, nos derniers coups de cœur et nos plus gros flops, entre créatures de légende et histoires d'amour enflammées. Pour ne rien manquer de nos coulisses et de nos lectures, retrouvez-nous sur Instagram. Installez-vous confortablement. Le vol commence maintenant. Bienvenue dans un podcast de dragons et de romance. Aujourd'hui, on parle de... Il était une fois un cœur brisé. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment une de nos lectures phares de l'année dernière, à toutes les deux. De l'année dernière? Non, on m'a dit Toi, la sortie. Ouais. La sortie. Mais dans le donc il y a au sens moins où 3 ans, c'était je pense. monstre hypé autour, parce Ah que oui. le dernier sortait Oui. l'année dernière. Oui, c'est ça. Et toi, tu m'avais dit de le lire, et j'avoue, c'était une dinguerie. Du coup, on en a beaucoup discuté déjà dans ce podcast l'année dernière, de Il était Oui, une fois c'est un vrai. cœur brisé, parce qu'on était sur la lecture du dernier, et là, on s'est dit que qui de plus adapté que Jax pour un épisode des Pire Book book Boyfriend. Il faut qu'on en parle. Parce que... Bon, je pense que du coup, on va aussi parler d'Apollon, nécessairement. On va aborder la trilogie. Mais en plus, c'est compliqué parce que toi, t'as pas terminé Caraval. J'ai Mais pas parce que terminé Caraval. Jax, il a un petit passif dans Caraval. Mais- Il naît de là. On se doute déjà. Il y a quelques infos qui nous parviennent quand même Ouais. déjà dans. Bon, écoutez, on va pas passer par 40 000 chemins, c'est un connard. De ouf. Voilà, c'est aussi fort. simple que ça, c'est un connard. Un bon connard. Tu sais quand il disparaît et qu'il va se blesser. Ouais, je sais. Eh ben, on I sait know, ce qui I s'est know. passé dans Caraval. C'est un connard. C'est un connard égoïste. Bon, ça va souvent de pair, mais là, je le précise parce que vraiment, je pense que ce qui définit ce personnage, c'est son égoïsme. Oui. Voilà. Après, c'est marrant parce qu'on peut le mettre en parallèle avec Apollon, qui en apparence ne l'est pas du tout, mais qui en réalité... C'est vrai. Mais je pense d'ailleurs que c'était tout à fait voulu de l'autrice, cette Oui. espèce de parallèle justement entre le personnage Green Flag en apparence et Ultra. Parce que pour le coup, alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il était une fois un cœur brisé, c'est un sequel de Caraval, qui est la première trilogie de l'autrice. Et dans cette trilogie, on a le book boyfriend de la trilogie et il y a un personnage qui apparaît et qui vole un peu la vedette. Je crois qu'il a... Typique du type. Hein. Ouais. Je pense que c'est un des book boyfriend où t'es sûr qu'il va apparaître dans les listes des bookstagrammeuses. De ouf. Et par contre, c'est aussi un des seuls, je pense, où on est toutes d'accord sur le fait que c'est un gros con. On est toutes d'accord pour dire que c'est un gros con, mais tout à la fois, c'est quand même un personnage qui bénéficie. Enfin, même... Tu vois, même toi, t'es plus indulgente avec Jax, c'est quand même un trou de balle thermique avec genre Xaden ou alors, Arène. Oui, alors, je pense... Alors, j'ai réfléchi. Parce qu'en fait, il y a quelque chose dans Jax qu'il y a un petit peu chez Daemon, de Vampire Diaries. Et en fait, je pense que la grosse différence entre tous ces personnages-là, et du coup le point commun entre Daemon et Jax, c'est le fait qu'ils sont parfaitement au courant que ce sont des connards, qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent et qu'ils assument complètement le fait de faire du mal autour d'eux pour atteindre leurs objectifs. Ils sont pas hypocrites comme Zedon. Oui, et les deux, ils bénéficient du coup, à la place d'avoir une histoire qui les montre comme des héros qui font des erreurs et donc on leur pardonne plus difficilement leurs erreurs. Là, ils bénéficient plutôt un peu à l'inverse d'un parcours rédemptoire. C'est ça. Entre guillemets, Ils commencent en tant qui- qu'antagonistes. comme le parcours rédemptoire commence avec le fait qu'ils tombent amoureux d'un personnage très doux et très... Enfin, voilà, Elena, c'est vraiment la naïveté incarnée. C'est vraiment ça, ouais. Evangeline, dans Il était une fois un cœur brisé, est tout aussi agaçante qu'Elena. Moi, Mais vraiment, j'adore. elle a des Alors- traits de personnage, traits de caractère très similaires à ceux d'Elena. Alors, je tiens à dire que moi, j'aime beaucoup Evangeline. Hein. Moi, je l'adore.
Je l'adore. Et en fait, je pense que la différence aussi avec Elena, c'est que Evangeline, elle a un peu comme raison, enfin, elle a une raison d'être naïve comme ça, c'est le fait qu'elle croit énormément à la magie et à tout. Il y a quand même un espèce de lore et de discours autour d'Evangeline qui dit qu'elle est magique. Il y a un truc avec elle d'un peu spécial, de très doux, etc. Et donc ça légitimise complètement sa naïveté. Je trouve qu'avec Elena, elle est juste naïve parce qu'elle est jeune, tu vois. Bah, Je trouve. moi, je trouve qu'on a aussi beaucoup tapé sur Elena très injustement. Moi, je pense qu'elle a enfin, je pense ces personnages-là subissent beaucoup de sexisme Oui. parce que en plus, avec leur côté très naïf, très doux, tout gentillet, eh ben, on a un peu une raison de les traiter de meufs mièvres ou un peu coconnes. Alors Qu'en vrai, va. c'est pas des personnages particulièrement débiles. Des fois, elles Voilà. prennent des mauvaises décisions. Mais en fait, c'est très souvent des mauvaises décisions qui permettent de faire avancer l'histoire. Donc, il faudrait qu'on se questionne de pourquoi on met toujours ces mauvaises décisions sur le dos des nanas, histoire de faire évoluer un narratif. Moi, je trouve que c'est toujours dommage. Mais hors de ça, moi, je trouve que c'est pas des personnages si bêtes et si niais que Non. ça, et que c'est souvent quand même leur optimisme qui permet à l'histoire de bien se terminer. C'est ce qui fait que Stephen tombe amoureux d'Elena et c'est ce qui fait que Damon tombe amoureux d'elle aussi. Donc, oui. il y a quand même un peu ce truc-là. Mais c'est aussi, tu vois, c'est un peu paradoxal parce qu'on attend des femmes qu'elles soient douces et gentilles et bienveillantes, mais quand elles le sont, on leur tape dessus pour l'être trop. Donc, je trouve qu'elles souffrent un peu de... Enfin, c'est des personnages, je trouve qu'on a beaucoup... qu'on critique beaucoup alors qu'en fait, c'est des personnages intéressants. Je trouve justement que Scarlett empathie beaucoup plus à ce niveau-là, donc dans Caraval, la première série de Stephanie Gerber, que Evangeline dans Il était une fois un cœur brisé. Je trouve, en termes de retour j'ai vu, en tout cas, que j'ai pu voir, j'ai l'impression que Scarlett est beaucoup plus critiquée pour ça. Mais Scarlett n'est pas le personnage principal qu'est Evangeline, mais ça tu ne le sais pas parce que tu n'as pas lu Legendary et Final. Mais en fait, c'est ça qui est parce que quand même quand faut qu'on vous remette le décor. Il était une fois un cœur brisé, c'est le sequel de Caraval, qui est la première série de Stephanie Gerber dans le même univers, qui se passe avant Il était une fois un cœur brisé et à certains bouts, c'est des histoires parallèles. Et en fait, il y a un personnage très important, enfin alors, il y a un narratif dans Caraval et il y a un personnage qui vole un peu la vedette dans le tome 2 et 3, qui est Jax et qui a eu du coup son sequel sur la série Il était une fois un cœur brisé. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que là où Caraval, je pense, au niveau des personnages féminins, a une duologie, enfin a deux personnages féminins intéressants. Il y a Scarlett, effectivement, la douce et naïve, et il y a à côté de Tella, l'intrépide et intrépide, hein. Intrépide. Ça lui va très bien. Et je dirais un peu aussi, tu sais, très plus libérée au niveau de sa sexualité et tout ça. Enfin voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on va voir cette dualité avec le fait qu'il y a des gens qui vont adorer Scarlett et détester Tella, ou adorer Tella et détester Scarlett. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour dire que c'est deux personnages intéressants mais très différents. Moi, j'aime bien les deux. Et moi, j'aime bien les deux. Alors, j'ai une petite préférence pour Tella parce que je la trouve beaucoup plus... Enfin, elle m'a fait beaucoup rire et je trouve qu'elle est très sympa, mais pareil, elle est hyper critiquée aussi, tu vois. Oui. En fait. Après, je pense que... pour avoir lu que le premier, je comprends qu'on puisse critiquer Tella parce qu'il y a un espèce d'égoïsme qui fait que tu passes à travers tout le truc. Et du coup... Ouais, mais justement, je trouve que dans le tome 2, on le comprend très bien, cet égoïsme. Et justement, en fait, on comprend que ça en est pas tant que ça. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant la façon dont on nous montre sa pensée. Et elle a vraiment justement ce truc de... Enfin, en fait, pour elle, c'est pas de l'égoïsme, parce que elle, sa vision du monde, c'est il faut oser prendre des risques, et on passe à côté de choses quand on n'ose pas le faire. Et du coup, elle voudrait que sa sœur le fasse, parce que elle pense que sa vision, mais de la même façon que la vision de Scarlett, il faut une vie sécure. Et du coup, je vais apporter à ma sœur cette vie sécure que je pense dont elle a besoin, à mon avis.
Et à l'inverse, bah, elle est là genre, bah non, il faut une vie pleine de risques parce que sinon on se fait chier et je vais apporter à ma sœur les risques qu'elle n'ose pas prendre par elle-même. Donc en fait, c'est ça qui est, c'est cette dualité, moi je la trouve hyper Moi, je trouve ça intéressante parce génial. que justement, tu les vois les deux défendre leur point de vue et quand t'es dans la tête de l'une, tu te dis, bah oui, c'est vrai, là, il faudrait quand même prendre un peu moins de risques. Puis quand t'es dans la tête de l'autre, t'es là, ah vas-y, allez, prends un peu des risques, meuf, vis. Et c'est intéressant parce que du coup, je trouve que ce portrait-là a été hyper bien mené par Ouais, Stephanie Gerber. je trouve aussi. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans la première trilogie. Et effectivement, bah, j'ai lu la première trilogie après la deuxième. Enfin, j'ai lu Caraval après Il était une fois un cœur brisé. Mais c'est vrai que c'est fou comme ils volent la vedette Jax. Et franchement, à un moment donné, je me suis même surpris parce que du coup, c'est quand même un peu un triangle amoureux dans Caraval. Hein. Il y a le love interest dont je ne te dirai pas qui c'est. Je suis sûre que je sais déjà, mais on dira rien. De Tella et Jax, en fait. Et du coup, ça Oui. se joue entre les deux. Et c'est trop bien parce que c'est du coup évidemment repris dans Il était une fois un cœur brisé. Et Mhm. c'est aussi un argument qui rend un peu l'amour Evangeline Jax impossible, Ouais. quelque part. Et je trouve le crossover vraiment bien réussi pour le coup. Aussi bien réussi parce que si t'as pas lu la première trilogie avant de lire la deuxième, c'est pas du tout dérangeant à Pas la du tout. lecture. En fait, tu peux vraiment t'amuser à les lire dans l'ordre que tu veux, ça va pas impacter. C'est sympa dans tous les sens parce qu'à chaque fois tu vas dire, hey, ça je reconnais, ah ça. Donc c'est vraiment sympa, en ça, je trouve. Bon, on va quand même vous faire un petit récap pour Ouais. vous dire un peu en 2 mots c'est quoi l'histoire. Donc l'histoire, ça va de Il était une fois un cœur brisé, commence avec le fait que le garçon dont est folle amoureuse Évangeline depuis Ils sont fiancés d'ailleurs, non? toujours, non, Ah non. Ah non, c'était ça le. J'avais se oublié. fiance à sa sœur, Fils de chien. fils de chien. Immense fils de chien. Et fils de chienne aussi, c'est une connasse sa sœur, Ouais, hein, ouais, de ouf. c'est vraiment une connasse. Enfin, fille de chien. Fille de chien, Fille de chien. c'est ça qui serait juste à dire. Donc, Évangeline, elle est évidemment complètement effondrée. Elle a le cœur Elle a le brisé. cœur brisé, et donc elle va faire appel au prince de cœur. Qui est. C'est quoi? C'est des immortels? Non, c'est pas immortel le nom. Fléau? C'est des fatalités, non, c'est Fatalité. ça, Oui, ouais, c'est c'est ça, des fatalité. fatalités. Et donc, ouais, c'est ces espèces d'entités qui sont un peu comme des dieux, des immortels. C'est pas très très clair comme concept, mais en tout cas, c'est des hommes créatures éternelles qui ont des pouvoirs un peu obscurs. Et qui ont tous un peu une spécificité. Ouais. Et en l'occurrence, le prince de cœur, il a une espèce de spécificité, c'est que son cœur est devenu de pierre. Il a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Et que son baiser est mortel. Oui. On le sait tout de suite, ça. Hein. Oui, oui, Que tout de son suite. baiser est mortel. Et voilà, c'est ça un peu les C'est spécificités. comme ça qu'on nous le présente. Donc, on nous présente ça comme ça et on nous dit droit derrière que Évangeline, elle, pour guérir son petit cœur brisé, elle décide de passer, passer un un marché pacte avec lui. avec le prince de cœur. Donc, une fatalité. Non, bon, Donc voilà. autant vous dire qu'on comprend un peu dès le début que la meuf, c'est pas une flèche. Ok, là, en fait, c'est pas que En c'est tout pas cas, une flèche, mais qu'elle cède à son désespoir et qu'elle prend des décisions très irrationnelles parce que... parce qu'elle croit en la magie, en fait, et elle croit en pouvoir Oui, de l'amour et tout ça. Et mais on sent dans la narration à ce moment-là qu'elle est en train de prendre une très mauvaise décision. Donc nous, lecteurs, on sait que c'est une très mauvaise idée ce qu'elle est en train de faire. Et ça enchaîne très vite derrière. Parce que même Jax, il est en mode t'es trop conne. Mais en plus, je crois qu'il lui dit qu'elle est trop conne. Et puis il la prévient avant de passer le pacte en mode t'es vraiment sûre que tu veux faire ça parce que meuf, je vais me servir de toi. En fait, il cache aucunement ses intentions. Et donc il accepte de lui rendre ce service en ne lui disant pas tellement comment il va intervenir pour ce mariage, parce qu'elle, elle veut qu'en gros le mariage n'ait pas lieu. Qu'il lui dit pas tellement comment il va intervenir pour le mariage, et puis il dit d'accord, en échange de 3 bisous, c'est moi qui vais décider à qui tu fais des bisous, ce sera pas moi parce que je suis quand même pas un bâtard au point de te tuer. Mais tu lui fais un peu comme modérément confiance à ce moment-là de l'histoire. Hein. Et du coup,
cette scène-là se termine avec le fait que tout le monde finit transformé en pierre dans ce mariage. Y compris Evangeline. Ben, non, parce que du coup, elle se sacrifie. Attends, je me souviens plus. Parce qu'en fait, elle arrive, tout le monde s'est transformé en pierre, Oui. elle a le cœur brisé parce que c'était pas du tout ça qu'elle voulait, et donc elle dit en gros, je sais plus trop comment, elle propose un peu un espèce d'échange, et elle dit en gros, on me transforme moi en pierre, je prends Ah oui, oui. la malédiction pour tout le monde, et comme elle devient parce une que pierre lui, et elle sauve le lui, il lui mariage. propose Et après, un ils se truc, en marient, fait. les bâtards. Ouais, non, mais c'est vraiment des fils de chien. Mais, en fait, alors, me semble-t-il que du coup, Jax... Je crois qu'il fait appel à une autre fatalité. Je crois qu'elle fait appel à une autre fatalité. Pas à ce moment-là, parce que du coup, au mariage, elle regrette. Jax, il est en mode « Ah, mais je t'avais dit que t'aurais pas ce que tu voulais, en plus je t'ai prévenu, donc j'étais vraiment conne 2 fois. » Et après, du coup, elle lui demande de remédier à la situation et tout, et lui, il lui file une condition en pensant que du coup, elle le fera pas, elle boira pas le truc, et finalement, elle se change en pierre parce qu'elle boit le truc pour libérer tout le monde, et lui, il est en mode « Non, mais c'était pas ce que je voulais faire, pourquoi elle nique sa mère ?» Ouais, parce Donc qu'en là, fait, c'est lui, il lui voulait qui quand se même fait se servir d'elle avec cette histoire de bisous. C'est ça, et il en a besoin, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on comprend qu'il en a réellement besoin vivante, et du coup, il va faire appel à une autre fatalité pour la sortir de la pierre à ce moment-là. Parce que sa famille, rien à battre. Ah oui, non, rien à foutre, hein. Vraiment. Alors là, là, on se rend compte que Évangile, il faut pas que tu restes ici très longtemps. Ce qui arrive d'ailleurs. Ce qui arrive d'ailleurs parce que du coup, Jax la réveille. Elle, Jax, le prince de cœur. Je sais pas si on vous a dit que c'était la même personne, mais c'est la même personne. Si jamais. Ne vous attendez pas à un prince charmant. Et du coup, elle reçoit une invitation, je ne sais plus par quel miracle, mais je pense que c'est Jax qui a tiré les ficelles de ça. Bah oui, elle reçoit sûr. une invitation pour le bal qui va un peu décider, parce qu'il y a un prince qui doit se marier dans un autre dans un pays du Nord. contrée. Et puis du coup, il y a un peu une réception avec toutes les potentielles prétendantes, et Évangéline se retrouve mise sur cette liste. Donc, Évangéline, elle la va... rêveuse qui cherche l'amour et qui se dit bah, de toute manière, l'homme que j'aime, il s'est marié à ma sœur. Oui, parce que du coup, comme on disait, ils se sont mariés. Voilà. Vraiment, c'est chiant, mec. Ça rend dingue. Ce qui lui arrive après, plus tard aussi, c'est si jouissif. Enfin, bref. Du coup, elle se rend au nord. Et là, un peu surprise, elle est quand même vachement bien accueillie, me semble-t-il. Ouais, oui, oui. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'on se dit, attends, c'est personne, et pourtant, les gens ont un peu. Enfin, ça donne un peu l'impression qu'on l'attendait en fait. C'est très étrange. Et du coup, elle fait la rencontre de Apollon, le prince du Nord, qui est mais parfaitement charmant. En tout point parfait. En tout point parfait. Vraiment, rien à dire. Il la traite bien et tout. C'est chouette. Il la courtise tout à fait gentiment. Oui. D'une façon très mignonne. Oui, c'est vrai. Et Honnête. à ce moment-là, Jax lui Débarque, demande de l'embrasser. de l'embrasser. Attends, je me demande si c'est pas dans l'autre sens. Je crois que Apollon, il a un peu toutes ses prétendantes et on le présente comme un prince charmant, et il l'est en tout point dans tout ce qu'on nous donne. Jax lui demande de l'embrasser alors que, enfin, déjà c'est très compliqué de s'approcher de lui. Comment est-ce qu'elle va réussir un peu à l'embrasser? Et c'est le fait qu'elle fasse ça qui va faire que d'un coup, elle va attirer un peu l'attention d'Apollon, qui va se dire bon, bah, elle est quand même vachement charmante, cette meuf qui m'a fait un bisou. Même, on peut dire, je pense qu'à ce moment-là, il se retrouve un peu ensorcelé. Voilà. En fait. Bah oui, quand même. Jax est un manipulateur, ne l'oubliez pas, d'accord? N'essayez pas de déjà lui enlever ne serait-ce qu'une once de malveillance. Il est malveillant, ok? Il a un truc derrière la tête. Et puis, donc, Apollon se met à courtiser avec véhémence Évangéline. Très très fort. Ouais. D'une façon encore mignonne à ce moment-là. Oui, mais encore, vous le sentez, comme dans la façon dont on vous le dit, que ça va pas rester mignon tout le long. C'est quand même un petit peu étrange aussi. Ouais, oui, c'est un peu excessif, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Dans ce premier tome, alors il y a cette histoire de... Jax emmène Évangéline à 2-3 endroits, il rencontre d'autres personnages, etc. Parce qu'il a besoin d'elle pour trouver un certain objet.
Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que tout ce qu'il y a autour d'Évangéline, parce que ce qu'on n'a pas aussi dit, c'est qu'Évangéline, elle a une couleur de cheveux un peu particulière. Mhm, Elle a les cheveux blond-rose un peu. mhm. Et, et, et du coup, il y a un petit peu aussi ce côté dont on n'est pas très sûr si Évangéline elle a des pouvoirs ou pas. C'est un peu étrange ce qu'il y a autour d'elle. Même la narration autour d'elle, elle en parle comme si c'était un être magique. Alors qu'en fait, c'est une humaine. À ce moment-là, il se passe un truc. Et en fait, on comprend qu'Évangéline, elle a un petit pouvoir en rapport avec les portes. Et du coup, Jax, il fait Ah D'ailleurs, je me demande s'il le savait dès le départ ou s'il le découvre là aussi. Mais je crois qu'il le découvre là aussi. Donc, en fait, on se rend compte que Évangéline a en plus est dotée de quelques pouvoirs un peu spéciaux. Et donc, et d'ailleurs, ça se finit. Il y a une scène où il fuit, mais je sais plus si c'est après il y a la scène du poignard là. Ouais. Ça, c'est à la fin, ça. Ouais, mais en vrai, ce tome 1, c'est à peu près ça, les informations Ouais, qu'on c'est a. ça. On a une scène, parce que tout le long de l'histoire, on a quand même un personnage qui est pas sympathique. Non. Jax, il est pas gentil. C'est- Il est pas particulièrement gentil avec elle non plus à ce moment-là. Il se moque Il beaucoup. est assez moqueur, il sert ses intérêts. Et juste, on a une scène. Je sais plus pourquoi ils sont enfermés dans une espèce de crypte, ou ça c'est déjà dans le 2. En fait, non, c'est à cause des vampires. Mais ça c'est déjà dans le 2 alors en fait, non? Non, dans le 1. Non, parce que là, en fait, c'est lui où il se fait. Il se fait mort ou je sais plus quoi. Ou hypnotisé, je sais plus quoi. Je sais plus exactement comment on en arrive là. Mais elle l'enferme dans la crypte pour pas que lui fasse du mal. Et c'est lui qui lui demande. Mhm. Parce que justement, il peut pas faire du mal à Évangéline, il en a besoin. Et du coup, il se retrouve dans la crypte. Il lui file aussi son poignard au cas où pour se protéger, ce genre de truc. Et en fait, comment dire ça devient un peu bizarre parce qu'il a des mots bizarres un peu. Bref, il sombre un peu dans la folie momentanément à cause de ce qui lui arrive, que je sais plus s'il fait mordre par je sais plus quoi, ou bien si c'est un retour de mini-malédiction, je sais plus ce qui lui arrive. Parce que je crois qu'on apprend que c'est des vampires dans le tome 2. Bon, c'est quand même. Parce c'est qu'il quand même a obvious son que- poteau. Oui, Son poteau, il avec, fait des trucs bizarres. avec le masque. Et oui, mais je crois qu'on sait. Oui, mais le terme vampire est utilisé qu'à partir du tome 2. Oui. Bon, Et après, c'était. oui, c'était un peu sous-entendu, mais Mais voilà, ouais. on savait pas trop dans quel. Parce que, en fait, ça, c'est la spécificité de l'écriture de Stéphanie Gerber, qui a une écriture très conte. Oui. Et du coup, qui te narre les choses avec beaucoup de métaphores Oui. et de voilà. Et donc, on met un peu de temps à capter où elle va avec les choses, ou en tout cas, Elle met du temps à nommer. En et tout voilà, cas, elle met du les- temps à nous mettre des mots sur les événements. Donc, en fait, des fois, il faut accepter ce genre de livre, il faut accepter de se laisser porter, de pas tout comprendre et de pas d'avoir les règles un peu du jeu qui se font modifier au travers de l'histoire pour servir son histoire. C'est une narration particulière, mais c'est Mais du coup, on échappe aussi agréable. beaucoup à l'exposition en surdose, Mhm. ce qui est Ouais. vraiment très agréable, je trouve. En plus, sa plume est vraiment Oui, agréable à puis c'est parcourir. ok. Enfin, moi, je trouve elle le fait très bien. Elle le fait avec brio, sa façon de Ouais. nous balader un petit peu dans son histoire. Je trouve. Elle te prend par la main comme ça et elle te raconte. Et quand tu lui dis, mais ça, j'aimerais comprendre, elle te dit chaque chose en son temps. T'inquiète, exactement. Et moi, je trouve ça vraiment cool parce que vraiment, ça te porte. T'es sur une barque et elle pousse la barque et c'est doux, Voilà. Mais c'est très chouette. moi, j'ai une copine qui aime bien l'exposition et qui aime bien comprendre et tout ça. Et elle a détesté parce qu'elle disait, Oui. en fait, les règles du jeu, elles changent. Genre, ça m'énerve. Et j'ai aussi vu pas mal de reviews négatives qui disent, bah, en fait, genre, les règles de l'histoire, elles changent au fur et à mesure de l'histoire. Ça, c'est vrai. Parce que bah, c'est la façon de narrer de Stéphanie Gerber et ça dérange ou pas. Et je pense que si on est très sensible au fait que tout doit être parfaitement cohérent et qu'on n'arrive pas à se laisser porter par une histoire, eh ben, je pense que c'est pas pour vous. Après, je trouve pas que son univers est incohérent. Je trouve que c'est simplement que
les personnages n'ont pas assez d'informations pour Mhm. rendre Mais leur du coup, théorie de facto, cohérente. nous non plus, et du coup, ça peut paraître pour une facilité narrative. Oui, alors que ça n'en est pas. Moi, Mhm. je trouve que son univers est cohérent. Enfin, la magie Oui, tient la route. moi aussi. Mais je pense que quand on aime les gros world building, enfin, et quand en plus, nous, on est des personnes qui aiment les gros Oui. world building, mais je pense qu'on est aussi des personnes qui aimons, enfin, moi, si on me prend par la main dans une histoire et on me dit, t'en fous de pas tout comprendre, c'est pas le but, laisse-toi porter par une jolie plume, laisse-toi porter par mon histoire, tu comprendras plus tard, je vais t'expliquer. Si c'est fait d'une façon, la plume me donne confiance parce que je sais qu'à un moment donné ça va être expliqué, je peux vraiment me laisser promener comme ça et là, je m'en bats les couilles, ok, vas-y. Mais Amène-moi là où tu veux. Et je trouve franchement, que Stephanie Gerber, pour moi, c'est une plume dans ce genre-là. et dès les premières lignes, d'ailleurs, elle te dit clairement que Évangeline croit en ça. Toi, direct, t'es ok. Ok, Mm. j'y crois aussi. Parce que t'as pas dit. Mhm. C'est que ça marche. Mm. Et puis, quand on te dit Évangeline, quand elle demande à la porte de s'ouvrir, elle s'ouvre, bah tu y crois. Et du coup, plus tard dans le livre, quand il se passe un truc, tu fais oh! Et elle te dit rien! La plume te dit rien, t'as juste compris parce qu'il y a eu ce truc-là. Et donc, il n'y a pas besoin de cette Ouais, exposition. mais je trouve, je suis d'accord avec toi. et, Mais mais oui, voilà. tu vois ce que je veux dire quand Oui, je te oui. dis, il y a vraiment des gens qui m'ont dit, genre, j'avais l'impression de me faire gaslight par l'autrice. Et je peux vraiment entendre ça, Oui, tu oui, vois. oui. Je comprends. Oui, je comprends. Et moi, j'adore. Mais moi j'adore, mais ça J'adore. m'a pas du tout dérangé. Ouais. Mais si vous êtes sensible à ça, je pense que vraiment passer votre chemin, ça va pas être pour vous, et c'est ok. It's okay. C'est ok. Pour ceux qu'on n'a pas perdu en route, donc à la fin de l'histoire, Jax il trahit quand même Évangeline. Bah oui. Bah, il était. Qui l'eût cru, vraiment. Et en même temps, On vraiment, n'aurait on pas nous pu l'avait dit deviner. dès le début qu'il allait trahir Évangeline. Je veux dire, il l'a fait 3 fois dans le livre, quand même. 4. 3 ou 4. Ouais. Mais à ce moment-là, Évangeline, elle a un peu le cœur brisé parce que autant elle lui faisait assez modérément confiance au début, autant au fur et à mesure de l'histoire, Elle commence à le elle considérer s'est presque comme un attendrie. ami, en fait. Voilà, exactement. Elle s'est Ouais. attendrie face à lui. Et du coup, le fait qu'il la trahisse, c'est vraiment... En même temps, elle se dit, bah, c'était un peu couru d'avance parce que le type était quand même chelou sa race. C'est une Mais fatalité. en même temps, bah, elle se sent quand même trahie parce qu'en fait, elle avait l'impression d'avoir créé une relation de confiance avec lui. C'est vraiment un Damon, en fait. C'est vrai que le parallèle est très réussi. Je dis ça parce que je suis en train de me tourner. Mais c'est un parallèle très réussi. Du coup, à la fin du tome 1, elle a été trahie par Jax et elle se retrouve où déjà? Elle se retrouve fiancée à Apollon. Et Apollon, il est dead. Parce qu'en gros, coup d'état. Et c'est là où il y a le deuxième baiser qu'il demande. Oui. Et il demande à Évangeline d'embrasser du coup une deuxième fois Apollon. Et Et ça, en fait, son baiser, voilà. cette fois, est empoisonné. Et Ouais. du coup, c'est comme ça qu'elle empoisonne, tue, endort, malédiction Apollon. Et du coup, elle passe pour, Une méchante. pour la tueuse en fait du roi. Parce que du coup, il y a le couronnement aussi et tout ça qui est censé arriver soon. Bref, c'est un bordel politique. Enfin, maintenant, ça y est, c'est le bordel politique. Et Jack se barre. Et la laisse se démerder avec les conséquences. Donc elle est pas contente. Grosse merde. Ça me tue. Putain, mais moi je lui tranche la tête, mec. Non, meuf, tu te le fais fort. Fais pas genre t'es tombée amoureuse de Jax. Non, mais parce qu'elle aime pas trop que ça donne. Mais par contre, Jax, tous les jours. Oui, mais parce qu'il est honnête avec lui-même. Tu vois, il dit pas oui, mais en fait, je suis quelqu'un de gentil. Non. Il dit, je suis une merde, ok? Moi, je suis pas là pour être ton ami. Truc dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, c'est qu'il y a une toile de fond avec un conte. Oui, le conte préféré de l'archer et du renard et de l'archer. Le renard et l'archer. Qui narre un peu en fait la façon dont Jax a été maudit, parce que assez rapidement quand même dans l'histoire, on se demande si ce serait pas un peu lui l'archer. Mais c'est une histoire d'amour avec une meuf dont
un archer est tombé amoureux. Non, attends, comment? Oui, alors, en gros, le conte, c'est, il y a un archer qui est amoureux d'une meuf, la meuf, elle se fait maudire, transformée en renard, et l'archer, lui, il est maudit, et il doit chasser le renard. Voilà. Et du coup, il la bute. Voilà, c'est à peu Voilà. près ça le conte. Ouais, c'est à peu près ça le conte. Pour faire le tour. La petite subtilité, c'est qu'Évangéline, son nom de famille, c'est Fox. Et Oui, Fox, ça veut dire renard en anglais. Voilà, donc il y a Et le donc, on petit comprend truc. quand même que... On sait aussi que Jax n'est pas le vrai prénom de Jax. Oui. Et on comprend quand même que ce conte du renard et de l'archer, il en est très proche. Et on fait plein de parallèles, un peu sous-tendus, que c'est pas impossible que ce soit de lui que ça parle. Que déjà le conte soit réel, Voilà. déjà aussi. Et puis... Il y a d'autres personnages aussi, qu'on arrive à faire des liens avec des personnages qu'on connaît. C'est ça, parce qu'en fait, après, on va avoir l'histoire, on a grandi, on va comprendre qui c'est qui a jeté cette malédiction, et c'est le fait d'avoir tué ce renard qui lui a donné cette malédiction de ne pas pouvoir, enfin que son bisou va tuer la personne qui l'embrasse. En fait, tu comprends aussi, ça c'est un peu entre le 2 et le 3, tu comprends aussi à quel point lui, ça lui a brisé, enfin en fait, que lui, et son côté très manipulateur et pas très sympathique, en même temps, il y a un peu un truc où, à chaque fois il s'est un peu attaché à une meuf, il l'a butée en lui faisant un bisou, en espérant que peut-être ce soit celle qu'il ne tuerait pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que son baiser tue, sauf son vrai amour. Et donc, il y a un peu un truc hyper pervers avec le fait que tu comprends qu'au fil de l'histoire, de son histoire à lui, il a embrassé des femmes en espérant un peu que ce serait elle son vrai amour. Et à chaque fois, il les a tuées. Donc, c'est assez violent. Et donc, ça l'a quand même vachement endurci. Et on le comprend quand même que ça est sacrément endurci. Et de fil en aiguille, on comprend aussi que tout ce qu'il est en train de mettre en place, ça concerne une autre femme, et celle, entre autres, qu'il considère comme son véritable amour. Et que c'est pour ça qu'il se sert d'Évangéline, etc., pour atteindre quel objectif précisément, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait que ça a un rapport avec ça. Oui. Et donc, quelque part, pour se libérer. Et donc, c'est là aussi où le méchant commence à montrer la faille de « Ok, on commence à comprendre pourquoi il fait ça. » Et c'est là où nous, on est faibles. Voilà, c'est ça. Donc là, on a de l'empathie pour le coco. Et je crois quand même qu'on l'apprend assez vite parce que du coup, ça fait un peu de la peine à Évangéline de se dire qu'en fait, il y a cette autre meuf et que c'est de lui dont il est amoureux. Et lui, il lui dit, en fait, c'est ça le truc un peu pervers, c'est que finalement, on dit que la légende dit que c'est la personne que j'aimerais qui me libérera de mon... Enfin, c'est la personne qui serait amoureuse de moi qui me libérera de ma malédiction, mais en fait, non, c'est la seule personne qui ne pourra jamais m'aimer. Et ça, on le comprend aussi. Donc, en fait, il y a déjà eu ce bisou avec cette meuf, et ça a déjà recommencé à faire battre son cœur, et ça, on le sait aussi à un moment donné dans l'histoire. Et en gros, on comprend que à la place d'être la femme dont il aurait dû... avec qui il aurait dû être, c'est la seule femme... En gros, la seule meuf qu'il peut embrasser, c'est la seule femme qui ne l'aimera jamais. Bisous. Chais. Je sais plus qui c'est qui a foutu cette malédiction sur lui, c'est le renard. Non, c'est les ancêtres d'Apollon. Ah oui, c'est ça. C'est la famille qui a disparu là et tout. Ouais, c'est ça. Avec la sorcière là. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Wow. Ouais, ça remonte des trucs. C'est vraiment méchant à part ça. Pour ça, en fait, il y a vraiment une vibe Vampire Diaries Originals en fait. De ouf. Je me rends compte maintenant. De ouf. Et du coup, dans le tome 2, on apprend un peu tout ça et tous ces enjeux-là. Et à la fin du tome 2, il y a un truc narratif qui m'énerve fort. C'est que, en gros, il y a plusieurs enjeux. Un des enjeux, c'est de... Jax, il veut retourner dans le temps pour réparer un peu la relation avec Donatella, pour qu'il y ait une autre fin qu'elle me haïra jusqu'à la fin des temps. Son pote, le vampire, parce qu'entre-temps, il y a son meilleur ami de tous les temps, Jax, qui est tout le temps avec lui, qui fait un peu partie de sa famille, qui est un vampire, avec un peu une soif de sang, qui contrôle très mal. Voilà. Il veut ressusciter un peu sa mif ou un truc comme ça, non ? En fait,
Ouais. Lui, il veut aussi, parce que derrière ce portail-là, pour réaliser ce que Jax veut, il va retrouver justement les ancêtres de ce type-là. Et donc, pour ça, il faut les ramener, en fait. Ouais. Et donc, c'est l'échange, justement. Et cet échange-là, du coup, c'est de libérer, du coup, la famille de vampires originelle. C'est ça. Et Et faut faire un point avant aussi sur Apollon, qui du coup a été ressuscité par Évangéline entre-temps, ouais. mais qui est super lourd. Et là, on sait qu'il y a un truc qui est hyper bizarre, il est hyper insistant, il est bizarre de chez... Il est obsédé Ouais. par Évangéline. Je crois qu'ils se sont mariés. Non, ils se sont pas mariés. Ils se sont pas mariés. Non. Ah non, c'est après. C'est dans le 3. Ils veulent... Ouais. Il y a le... Oh, quel enfer. Parce que du coup, en fait, ça se termine avec... Pour... Jax, tu comprends au fil du 2 quand même que la relation avec Évangéline, elle n'est pas hyper platonique et que Jax, il l'aime bien, la gonze. Il montre un peu des faiblesses. Voilà. Il commence à montrer des faiblesses. Et d'ailleurs, tu remets en question son truc parce que t'es en mode... Écoute, Jax, là, on sait que t'es quelqu'un qui est grave dans le déni. It's okay. Mais là, il s'est en train de se passer un truc avec Évangéline. Ton cœur, il a recommencé à battre. Pourquoi tu veux retrouver Donatella il y a des années en arrière? Ça sert à rien. Là, ton déni... Comment dire? T'as envie de lui mettre des cartes. Je crois quand même qu'à un moment donné, il lui offre un peu une possibilité de... Parce que Jax, il n'est pas très courageux, donc il peut pas être la personne qui dit en premier, en fait, si jamais... Moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime bien. C'est trop exposant, donc il donne un peu une opportunité à Évangéline d'être la personne qui fait le premier pas. Je crois qu'elle le fait pas. Ou un peu trop tard, je crois qu'en plus elle le fait. Elle le fait, mais juste un poil trop tard. Et du coup, lui, il a déjà un peu décidé. Et donc, apparemment, on peut plus revenir en arrière sur ses décisions. Ouais, parce que du coup, en fait, c'est pile à ce moment-là, en fait, il se passe beaucoup de choses. Parce que là, c'est la fin. Et sur 5 pages, il va se passer que Évangéline, du coup, va ouvrir la porte pour laisser Jax entrer. Elle veut refaire demi-tour. Non, c'est juste après. Donc, Jax y rentre, il libère machin truc bidule, enfin les machins, etc. La grande daronne, elle dit « Attention, Jax, parce que si tu veux faire ça, tu vas perdre quelque chose en échange. » Lui, il est en mode « Oui, c'est bon, it's ok. Oh, regardez, votre fils, incroyable, réunion de famille, je vous laisse, ciao. » Lui, il se barre, il envoie Évangéline chier. Je crois que c'est aussi en fait, c'est à ce moment-là où il lui donne l'occasion, je crois. Ou c'est juste avant, je sais plus. Il se barre, Évangéline est en mode « Non mais en fait, je l'aime, je peux pas le laisser rejoindre la meuf et tout. Faut au moins que je lui dise, histoire que... Faut que je sois honnête, quoi. » Et donc, elle lui court après, sauf que là, il y a Apollon... Non, d'abord, il y a le poteau de Jax qui la rattrape et qui la vide de son sang. Oui, et parce que... Voilà. Et donc, à ce moment-là, Jax, il est face à un choix où il remonte le temps pour retrouver Donatella, où il remonte le temps pour sauver Évangéline. Et en fait, là, et en gros, il peut faire que un des deux. Ouais. Il pourra pas faire l'autre. Il pourra pas remonter. Voilà. Donc, il choisit de sauver Évangéline. Et donc ça, quand Évangéline le comprend, elle est là, ok, on s'aime. Et du coup, elle y va pour lui dire qu'elle aussi, elle l'aime. Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle comprend que lui l'aime. Et c'est là qu'il y a Apollon qui arrive et qui lui efface ses fucking souvenirs. Oui, c'est comme ça, c'est ça. Et ça se termine là-dessus. Et là, tu comprends qu'en plus, le 3, ça va être la moitié à propos de ce souvenir. Et moi, je déteste ça. Je déteste recommencer ce que j'ai déjà dû faire. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Donc moi, à ce moment-là, je suis saoulée. Moi, je suis pas saoulée. Parce que c'était sûr qu'Apollon, c'était un fils de chien. Oui, non, mais moi, je suis saoulée par le fait que... Enfin, pour moi, le processus narratif de devoir récupérer les souvenirs d'un personnage, ça m'agace. C'est un procédé que je n'aime pas. Je pense que ça dépend. Il y a des fois où c'est vraiment juste... En fait, moi, ça va me déranger quand c'est juste pour mettre une difficulté. Là, entre autres, je trouve que ça avait du sens parce que c'est logique que Apollon, il avait besoin de ça pour pouvoir la manipuler. Et Jax avait besoin de ça pour qu'il soit obligé
de se battre pour elle. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Par contre, en fait, c'est trop long. Ça Et va. c'est hyper long. C'est la moitié du livre, au moins. Et, Ouais, c'est vrai. et moi, je pense que ce qui m'agace, c'est toujours... Enfin, en fait, ça me dérange pas quand j'ai pas assisté à toute l'histoire. Oui, Et que du coup, moi, il va y avoir des éléments qui vont m'intéresser parce que je vais apprendre des nouvelles choses dans le moment où on essaie de se souvenir. Par contre, ça me saoule quand moi j'ai passé 2 livres à ce qu'on me narre toute une histoire pour que la moitié du troisième, le personnage ait oublié tout ce que moi je sais. Ça me fatigue en fait. oui. Alors, c'est vrai qu'il y a ça qui est chiant comme procédé, mais le genre de procédé où on oublie la mémoire. Trop bien. Où il y a des pertes de mémoire, c'est quand ça va être sur genre des courtes périodes ou Oui. certains détails ou un personnage que là, vraiment, Évangeline, elle a tout oublié. Ouais, du coup, c'est hyper. En fait, c'est un peu agaçant parce que du coup, le 3 commence, elle est hyper contente de se marier avec Apollon et toi, t'es là. Et oui, c'est vrai que du coup, elle doit tout Et ça prend du redécouvrir. temps, et en fait, du coup, elle doit réapprendre. Mais après, c'est intéressant effectivement parce que du coup, ça oblige Jax à se battre pour elle parce que, Parce qu'en fait, elle va pas le faire pour lui. Enfin, elle va voilà, plus le faire pour c'est lui. ça. Donc en fait, lui, il doit essayer de réveiller ben, l'amour qu'elle a pour lui. Et en même temps, bah, il y a tout un peu, après, tout le débat un peu pénible. Vous sentez que je l'ai moins aimé le 3 Tout le débat un peu pénible où je suis pas digne d'elle, peut-être que c'est mieux si elle se marie avec ce Avec fils de chien Apollon. qui lui a effacé sa mémoire. Parce que... Gars, ta gueule, genre, il est pas mieux, Non, mais hein. en fait je trouve que c'est assez légitime dans le sens où c'est un fils de chien. C'est un gros fils de chien. Il a fait des trucs vraiment de merde. Il a tué des gens. Il a... Que Apollon, à côté, c'est une petite frappe, tu vois. Parce que de toute manière, Apollon, il va faire quoi? Il va mettre une couronne sur la tête d'Évangeline. Il va dire à tout le monde, regardez, elle est belle, elle est magnifique. Ça va être la mère de ses enfants. Et puis, de toute manière, elle aura une vie juste géniale, incroyable. Et du coup, à côté, il y a Jax qui est là en mode, pendant des millénaires, moi, j'ai juste été un fils de pute. Tu vois, genre, du coup, forcément, il a un petit... Regardez-la défendre les trous du cul. Alors que ça donne, il a été ému devant un gâteau au chocolat, on lui a pas pardonné. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de défendre Jax. Je suis en train. On y voit clair dans ton jeu. Je suis en train d'expliciter la pensée qu'il a par rapport à ça. C'est un gros con. Mais non mais en plus moi j'ai rien contre, enfin je suis très pour leur romance, juste la moitié du 3 j'étais là, allez qu'on se souvienne, que ça avance, et oui, du coup ça m'a saoulée. Il y a bien 3-4 chapitres que j'ai trouvé que c'était un peu long au bout d'un moment. Ça met vraiment quand même pas mal de temps à ce qu'elle se souvienne. Après, une fois qu'elle se souvient, par contre, il y a tout qui s'accélère et ça devient intéressant parce que du coup elle est quand même sacrément prise au piège. Oui, c'est vraiment la merde. Et puis, elle sait pas trop comment se dépatouiller pour sortir de ce piège, pour sauver Jax, parce que c'est un petit peu ça l'enjeu. Et puis, finalement, je sais plus très bien comment ça se passe, mais elle a un petit peu manipulé des gens comme ça. Et elle fait un peu le leap of faith de l'embrasser un peu contre le gré de Jax, parce que lui, il est vraiment pas chaud de buter la seule meuf qu'il a jamais aimée dans toute cette décennie et les décennies précédentes. Donc lui, il est pas OP du tout. Et elle dit, je m'en bats les couilles, on va se faire un bisou, tu vas voir, je vais pas mourir. Là, vraiment, on se dit... La naïveté incarnée, Évangeline. Ah. Mais ça marche. Ça marche. Oh putain. Mais on est vraiment très stressés à ce moment-là. Ouais. Parce qu'elle a construit le truc de manière à ce qu'on soit vraiment pas sûr que oui, ça et marche. elle a construit d'une manière où Jax est tellement convaincu qu'il va la buter qu'à la fin, t'es là, mais en fait, elle va mourir comme ça va se terminer comme ça, c'est... Ouais. Donc, surtout qu'à chaque fois, depuis le début, on nous montre une Évangeline naïve qui n'arrive pas à faire les choses. oui, puis il y a déjà eu une scène
où ils étaient un peu pas très loin de s'embrasser. Et lui, l'a un peu confronté au fait que, genre, il était à 2 doigts de la tuer, en fait. Oui. Et en lui disant: «Mais en fait, tu inconsciente, meuf! Enfin, en fait, toutes les légendes disent que mon baiser, il tue. Qu'est-ce que tu me laisses m'approcher à ça de ta bouche de façon suggestive? Mais tu un souhait de mort, en fait!» Tu vas pas bien. Non, clairement, clairement. Et voilà, et après, ben, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, comme dans tous les contes, après tout. Voilà, Ils finalement. vécurent heureux et possiblement eurent beaucoup d'enfants, c'est On pas sait dit. pas. Mais je trouve la fin, elle était vraiment, pour le coup, j'ai pas adoré le tome 3, c'est vraiment pas mon fave, mais par contre, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du tome 3, je trouvais hyper bien. Déjà, on a une Évangéline qui prend les rênes, construit un plan et le met en œuvre. Donc c'est elle qui complote, plutôt que d'être un peu la personne qui se laisse Qui est victime du promener complot. dans l'histoire. Pour une fois, elle fait un choix et de ce choix, ça fait qu'elle prend des décisions pour elle et elle est actrice de son histoire. Donc ça, c'est quand même hyper plaisant de voir cette évolution-là. Et ben, c'est sûr que dans le 3, il est très touchant, Jax, parce qu'il est quand même très pris entre, bah, c'est vrai que peut-être elle mérite mieux que moi. Puis il y a quand même ce truc un peu de se dire, mais l'autre est quand même un trou de balle parce que il fait tout ça pour la manipuler. Et en fait, enfin, donc il est un peu pris entre la laisser quand même dans les griffes de ce gars en se rendant quand même bien compte que ce qu'il a fait, c'était pas très cool. Et en même temps de se dire, bon, ben, j'ai trouvé, moi, je suis vraiment tellement mieux. Et du coup, c'est assez touchant de voir la rédemption de ce personnage quand même, d'essayer de se dire qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait. Et un peu abassé. Enfin, la scène où elle décide de l'embrasser en prenant le risque que ça la tue. Lui, il est terrifié, Il est terrifié. mais il est hyper touché de se dire, mais il y a quelqu'un qui a considéré que je valais la peine d'essayer. Ça, c'est très Et chou. ça, c'est choupinet. C'est pas Arène qui aurait ce genre de sentiment. Je saying. Non mais arrête, je le défends pas, mais Xadon Oh, arrête. et son gâteau au chocolat. Non mais, Violette fait ça, genre tous les chapitres. À un moment, c'est bon, quoi. Non, mais c'est vrai, rien que dans le tome 3, je pense que vraiment, à chaque chapitre, elle lui dit « Tu es quelqu'un qui en vaut la peine, tu es bien, Xaden, tu sais, tu fais les choses comme il faut. » Alors qu'il a rien fait comme il faut, mais bon, bref, ça c'est... Tout ça pour dire que... Est-ce que Jax, c'est un pire book boyfriend ou un gentil book boyfriend? Je pense que par sa rédemption, par les efforts qu'il a su montrer... On valide. Bah, je suis désolée, il a fait des efforts. Beaucoup en plus, hein, parce que là où il est parti, les frères, c'était compliqué. Hein. Oui. Non mais je suis d'accord, et puis effectivement, bah moi j'ai toujours été dans la team Demon dans Vampire Diaries, hein, on va pas Moi se le aussi. dire, on aime une bonne rédemption. On aime, ouais. Et c'est pour le coup une bonne rédemption. Par contre, ne prenez pas Jax sur le tome 1, s'il vous plaît. Faites pas l'affront. Attendez le tome 3. Il est sexy un peu dans le tome 1 quand même. Et il faut arrêter avec la sexiness des bad boys. Hein. Ça nous sert pas dans la vie. Ça nous sert pas, mais c'est pas faux que ça existe. Attiré par le danger. Mais je crois c'est vraiment surtout, mais parce que même dans le 1, tu sens bien qu'il y a un... Il y a En un fait, feeling. c'est ça l'équilibre un peu précaire. Et pour moi, il y a certaines personnes qui le font, certains auteurs qui le font mal. C'est quand la jauge, elle est mal faite entre la rédemption, le côté de mettre des qualités rédemptrices au personnage et ses défauts, qui sont nombreux. Et quand on le dose pas dès le début en nous montrant des qualités rédemptrices dès le début en même temps, mais sans que ce soit trop excessif, ou qu'à un moment donné, la rédemption, moi c'est ça qui m'agace par moment, c'est si la rédemption, elle passe par le fait de dire en gros, il a fait toutes ses actions, mais regardez, c'était mu par de la bienveillance. Et qu'en fait, du coup, ça nécessite que le personnage ne fasse jamais amende honorable, parce que lui, il peut toujours dire
Je l'ai Oui, fait pour la mais bonne cause. c'est ça. Dick Fisher en est un excellent C'est exemple. l'exemple C'est qu'en fait, parfait. c'est un trou de balle tout le long. Alors, déjà, on lui donne très peu de qualités Il rédemptrices y en au a début. aucune. Dick Fisher, c'est Kingfisher dans Quicksilver. Voilà. Oh, il va falloir qu'on fasse l'épisode Oui. Quicksilver. hein. Et en fait, il a pas Oh de là qualité là. rédemptrice au début, donc moi, toute l'histoire, je suis là. Mais on n'est pas dans sa team à lui, en fait. Non. Quand est-ce qu'il arrive, le vrai love interest? Et à un moment donné, d'un coup, il switch, et d'un coup, il devient super gentil. Et on nous dit, c'était un trou du cul parce que il voulait pas faire du mal à... Non, non, non. Et t'es là, Et non, t'es là, non, non. Donc toi, tu fais Et pas du donc- mal en faisant du mal. Fils de Exactement. chien, mais n'importe quoi. Fils Du bête. coup, il a jamais besoin de demander pardon. Et c'est limite si c'est pas la meuf qui doit dire désolé parce que du coup, je t'ai maltraité parce que je pensais que t'étais un trou du cul alors que tu l'étais pas. Bah, ça Non, mais arrive ça en va, plus, hein. mais ça va pas Ça bien à la arrive tête. en plus, hein. Ça va pas bien à la tête. Je lui aurais tellement tranché la gorge. Et là, pour moi, c'est raté. Parce que, Clairement. à la place d'assumer un personnage nuancé et pas très sympa au début, on nous fait une espèce de pirouette en nous disant regardez, il a été méchant. Mais en fait, c'est parce que il y avait ça et du coup, ça justifie. Donc, en fait, il y a personne qui a besoin d'assumer ses décisions, personne qui a besoin de demander pardon, et juste, hop, ça se résout sans se résoudre. Et moi, ça me convient pas du tout. Mais par contre, quand c'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui évolue, qui assume qu'il a été quelqu'un de mauvais, qui a des qualités rédemptrices et est capable d'évoluer, de changer, de demander pardon et d'essayer de faire mieux, bah là, c'est intéressant. Mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est plus difficile à écrire. Donc on aime Après, bien Jax, mais par contre, voilà, on prend pas Dick Fisher. Non. Mais du coup, je pense aussi que la manière de voir justement les bad boys, ça induit cette deuxième façon de faire, tu vois, qu'il y a dans Quicksilver, de, du coup, on va donner un peu des raisons inutiles, etc., et mal faites, et du coup, ça permet pas de doser comme il faut. Que si on refuse d'office les bad boys, bon, plus facilement, on va leur demander de se rédempter. Merde, c'est quoi en français? Et là, dans ce cas-là, on se retrouve avec un Jax. Parce que dès le départ, on nous dit très clairement, c'est pas une bonne personne, il fait les choses pas bien, et du coup, forcément, sa rédemption, elle est plus logique et elle est plus organique. Et même, en fait, on a le temps d'avoir envie de l'avoir, parce que c'est Oui. toujours plus intéressant de voir un vrai bad boy faire un monde honorable qu'un faux bad boy. Enfin, en fait, c'est... C'est exactement ça. Voilà, donc Jax, oui, c'est lui pour moi. Et si vous me trouvez hypocrite, vous avez peut-être raison. Et on s'en fout, ta-da-da. C'est notre podcast, on a le droit, tralala. C'est ce que je veux. Oui, non mais fort, je pense qu'il est dans mon top 10, hein, Jax, à mon avis. Il n'est pas dans mon top personnel, parce que je le croise, je lui mets une patate, mais je ship volontiers Evangeline avec lui, parce que je trouve que justement, ils ont un équilibre hyper intéressant, en fait. Ah, donc toi, c'est ton book boyfriend pour ta pote. C'est mon book boyfriend pour ma pote. Alors que moi, c'est mon book boyfriend de ouf. Mais déjà, c'est un prince. Et moi, vraiment, vous l'avez déjà constaté à travers ce podcast. On continue. Voilà. J'ai un peu un kink pour les princes, voilà. pour la noblesse. Écoute, c'est comme ça, hein, on peut pas être parfait. Moi, je préfère les pirates, du coup, forcément. Eh ben, prochain épisode sur le monde et plus encore, hein. Et oui. Vu qu'on est en train de le lire en LC. Oh là 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 là. Déjà, il a les yeux bleus. En plus, c'est pas dit genre il a les yeux bleus. Non, c'est il a les yeux océan. Et moi, je suis genre ah oui, donne-moi tes yeux océan, je t'aime. Chapitre 4. J'ai comme l'impression qu'avant de l'aimer, on va un peu le détester, à mon avis, le Ah, gars. mais je suis déjà en train d'aimer le détester. C'est un truc de ouf. Ah, je vous dis, c'est déjà un coup de persuasif, je pense. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans des des semaines pour un épisode classique. épisode classique, juste avant les vacances. Ouais. J'espère que vous avez préparé les bouées, réservé les hôtels. Moi, je pars en bateau. Non, c'est pas vrai. C'est si pas seulement. vrai. on va rester sous la canicule genevoise. Mais j'ai la clé. Merci de nous avoir écoutés. Et Des puis, bisous. à bientôt. Tchuss. Dites-nous en commentaire si Jax, c'est votre book boyfriend, le book boyfriend pour votre pote, ou le pire book boyfriend.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas manquer le prochain épisode et surtout pour participer à nos événements exclusifs, rejoignez-nous dès maintenant sur le compte Instagram Dragon et Romance. C'est là-bas qu'on prolonge la discussion et qu'on vous réserve pas mal de surprises. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle escale.